Il agit comme un moteur de changement. Alexandre Morin-Villouellette. Les rencontres de l'heure. C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter. David Santarossa. Tu sais, la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La rencontre, Morin-Ville-Santarossa. Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper. David, dans le journal, Madeleine Pilote-Côté, qui fait souvent des chroniques dans les pages, justement, du journal, a écrit sur un sujet qui va sûrement intéresser peut-être de plus jeunes auditeurs, sur le sujet des devoirs. À savoir, c'est-tu vraiment pertinent, ça, des devoirs à donner aux étudiants puis aux élèves? J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ouais, donc c'est un sujet qui revient quand même périodiquement dans l'actualité et Madeleine Pilote-Côté qui, elle, prend position clairement contre les devoirs. Donc, laissons les enfants tranquilles. Donc, je vais très rapidement, donc les arguments pour, les arguments contre. Donc, quand on dit qu'on est contre les devoirs, globalement, on dit on veut réduire la charge autant sur les épaules des enfants, ils reviennent de l'école, on veut qu'ils fassent autre chose, et puis aussi du côté des parents, c'est-à-dire que les parents, on se doute bien qu'ils ont autre chose à faire aussi que de superviser les devoirs, on sait que c'est une grosse tâche. Donc ça, c'est d'un. Ensuite, il y a aussi l'égalité entre les parents, c'est-à-dire que tu as des parents qui ont plus de temps, il y a des parents qui peuvent se payer des tuteurs, par exemple, tu as des parents qui veulent plus s'impliquer. Donc, si tu donnes des devoirs, ça donne un grand avantage pour une famille plutôt que telle autre. Donc, il y a comme une forme d'inégalité. C'est un argument que ma tête n'est pas encore faite là-dessus parce que je veux dire, le rôle d'un parent aussi, c'est de comment dire, de maximiser les chances de réussite de ses enfants. Donc, je veux dire, je pense que c'est important aussi que les parents s'impliquent, là. Donc, faut pas nécessairement avoir ça d'un mauvais œil si un parent s'implique trop, là. Donc, ça fait grosso modo le tour pour les arguments contre, là, Alexandre. Ouais, ben c'est sûr que là, si on veut juste aplanir puis égaliser pour être sûr que les parents qui sont moins impliqués, ben là, c'est pas juste pour certains élèves, fait qu'on met pas de devoirs. Ben moi, je trouve ça bancal là, comme argument, sincèrement. Là. Je veux dire, on peut pas niveler vers le bas tout le temps comme ça. Là. On peut pas dire il y a des parents qui veulent pas s'impliquer, fait qu'on mettra plus de devoirs parce que c'est injuste. Je trouve ça bizarre comme réflexion, honnêtement, à faire autour de tout ça, même si moi aussi, je me questionne, là. Est-ce que après avoir mis des élèves assis dans la classe toute la journée, est-ce que tu veux pas leur faire autre chose quand ils sont chez eux en fin de soir? Ben, c'est sûr que moi, David, j'étais tellement tanné d'en faire des devoirs. Ben oui. Même à la fin de mon parcours universitaire, ce qui me tapait le plus ses nerfs, c'est de devoir finir une grosse journée puis travailler encore rendu chez toi. Ça venait honnêtement me purger comme concept, mais en même temps, c'est parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on donne des devoirs. David, t'es enseignant, tu as été bien placé pour le savoir. Là. Ben bien sûr, c'est-à-dire que ça prend de la révision, ça prend de la pratique. Puis je pense justement aux élèves en difficulté, eux, ils doivent rattraper le temps perdu en quelque sorte. Donc ils doivent en faire plus nécessairement, mais en même temps, on veut pas les brûler. Donc là, il faut trouver une espèce de juste milieu. Et moi, si je peux te parler un peu de la réalité sur le terrain, j'ai travaillé quand même dans quelques écoles. C'est assez rare des enseignants ou des enseignantes qui donnent des devoirs. Tu sais, qu'ils terminent le cours et ils disent « Hey, oubliez pas de faire les pages 60, la page 60, numéro 8 à 12. » Généralement, le devoir, c'est t'as pas eu le temps, tu t'es pogné le beigne pendant le cours, termine à la maison. En règle générale, c'est ça, le devoir. C'est très, très rare que les enseignants vont donner des devoirs aujourd'hui. Il va y avoir ici et là des projets à terminer. Mais tu sais, moi, personnellement, je donne jamais de devoirs et si tu travailles bien en classe, tu n'auras pas de devoir de l'année avec moi, ça c'est certain. Et je ne suis pas le seul enseignant qui fait ça, là. Ah, ben là, tu vois, c'est peut-être... ça a peut-être changé depuis le court laps de temps dans lequel je ne suis plus au secondaire ou même au cégep. Tu vois, moi, j'avais beaucoup de devoirs. Fait que je suis content et surpris là, d'entendre ce que tu me dis. C'est sûr que si c'est juste une question de compléter des affaires qui n'ont peut-être pas été faites en classe, ben là, ça, je trouve ça intéressant. Tu vois, je trouve ça intéressant comme approche. Puis je pense que c'est encore une fois, c'est une question de juste milieu. Là. On va pas dire, OK, plus jamais de devoirs. Mais d'un autre côté, ça serait le fun qu'il n'y en ait pas trop non plus, là, qu'on ne noie pas les élèves avec tout ça. Je pense que c'est vrai qu'on a besoin de faire autre chose un peu là, pour les jeunes quand on sort de l'école. Là,
Je veux dire, je me verrais mal, moi, finir ma journée de travail ici à Cube Radio puis aller me taper des devoirs chez nous, je serais brûlé raide. Je comprends les jeunes là, d'être bien tannés de ce côté-là. David, je veux qu'on poursuive la discussion que j'avais il y a quelques instants avec Isabelle Lemieux, qui est l'enseignante derrière l'application Classe Avatar, qui vient juste d'être mise en place dans la commission scolaire de Montréal, parce qu'il y a un débat sur les écrans en classe. Mais là, on avait un très bon exemple, David, de comment on peut utiliser pour le bien de l'apprentissage les écrans. Est-ce que tu es convaincu que ça peut venir aider les élèves, toi, ou tu penses que c'est plus une distraction? Est-ce que ça peut être un plus dans une classe? Il n'en fait pas de doute, à mon sens. Ça peut être un plus. Est-ce que, par contre, il faut déployer d'importantes énergies, d'importants aussi montants financiers pour que ce soit un plus? Je pense que oui aussi. Donc, est-ce que, moi, c'est ça la question que je me pose tout le temps. Est-ce qu'on a véritablement pesé le pour, pesé le contre, fait un véritable débat pour savoir est-ce que finalement c'est une bonne chose? Et souvent, faut pas juste se poser la question de la quantité, donc oui ou non les écrans, mais surtout le comment. Parce que justement, il y a un comment qui va faire en sorte que ça nuise aux élèves. Hein? Il y a énormément de professeurs. Il y a une étude de 2013 qui dit 99% des enseignants voient le iPad comme une source de distraction majeure en classe. Donc, dans certaines écoles, il y a le iPad, comme on le sait. Mais la presque totalité des profs voient ça comme une source de distraction. Du moins, c'est potentiellement une source de distraction. Donc, ça prend une gestion de classe vraiment impeccable. Il faut surveiller constamment les élèves. Donc, ça demande énormément d'énergie. Donc, il faut vraiment se demander, c'est dans le qualitatif en quelque sorte. Donc, comment on le fait, c'est ça qui va être important. Et surtout, combien ça va coûter, parce que c'est beaucoup de bidou, tout ça, là. Ouais, en même temps, c'est comme impossible de freiner la technologie, David, j'ai l'impression. Là. Ça s'en vient dans nos classes, ça vient des écoles. Tant qu'à être réfractaire, je sais pas, c'est pas une bonne idée de justement trouver un moyen que ce soit positif, que ce soit bien utilisé. Puis en plus, si tu veux qu'on ait des études puis qu'on ait des données sur l'impact dans les classes, mais faut quand même l'implanter d'abord, là, je sais pas. Ouais, on a quand même beaucoup de données, je te dirais. Puis sur la question de est-ce qu'on peut freiner la technologie, évidemment non. C'est-à-dire que dans le marché, le libre marché, tu peux pas le freiner. Hein? C'est comme l'intelligence artificielle, tu peux pas freiner ça. Par contre, en classe, c'est un endroit contrôlé en quelque sorte. Donc oui, tu peux décider qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de ta classe. Donc il faut s'assurer d'utiliser des stratégies qui vont être les plus utiles pour les élèves, qui vont plus les améliorer. En ce moment, il n'y a aucune donnée qui me démontre, puis je connais la littérature là-dessus, qui me montre que ça va aider substantiellement les élèves. Et ça coûte, je le répète, énormément de bidou. Est-ce que tu es mieux d'avoir plus d'orthophonistes, plus d'orthopédagogues pour ça? Ben, je pense que poser la question, c'est y répondre. Ouais, en même temps, manque d'orthophonistes, d'orthopédagogues, je pense que c'est plus juste une question de salaire, mais juste de disponibilité de gens. Là. Je pense qu'on est plus dans la pénurie de main-d'œuvre que juste. S'il y avait une preuve qui a été faite dans le réseau de la santé et dans le réseau de l'éducation, c'est qu'on peut lancer autant d'argent sur le problème qu'on veut là, à coup de grands billets. Des fois, c'est pas ça qui va venir régler le problème, malheureusement. Mais bon, c'est toujours intéressant de réfléchir à ça. Là. Moi, les sujets là, d'application, d'écran et d'intelligence artificielle dans les classes, je pense que c'est tellement des réflexions qu'on doit avoir, puis des débats aussi qui sont super pertinents à avoir parce qu'on peut pas y échapper. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de la situation? Je pense que c'est plus sur ce genre de questions-là qu'on doit se rabattre. David, merci beaucoup. Merci à demain. Ne ratez plus rien.